Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yannick Omnes. Je suis acteur de l'écosystème de l'impression 3D industrielle. Alors, j'interviens en tant que formateur chez F3DF et je suis aussi cofondateur de Biels. Et c'est à ces deux titres que je vais vous parler aujourd'hui du cloud manufacturing. Alors, je vais aborder le cloud manufacturing au sens large, c'est qu'on va parler d'impression 3D, bien sûr, puisque le cloud manufacturing tel que je l'aborde, c'est avec l'impression 3D, ou ce qu'on appelle aussi la fabrication additive. Et puis, on va parler aussi un petit peu du numérique, on va mettre tout ça en parallèle. Et puis, je vais vous proposer de balayer tous les enjeux qui sont solutionnés grâce au cloud manufacturing sur des cas concrets d'entreprise. Euh, donc voilà, vous pourrez ensuite poser vos questions. Donc c'est soit par chat, soit en audio. Donc en audio, on verra si on arrive à gérer la parole de tout le monde. Le temps total de ce webinaire va être d'une heure. Et je vais me débrouiller pour tenir en 40 minutes, histoire qu'il y ait 20 minutes derrière pour que vous puissiez poser vos questions. Et donc, j'informe aux personnes qui viennent d'arriver que donc ce webinaire est enregistré en audio et en vidéo. Alors, si j'arrive à lancer la diapo suivante, tac, voilà. Donc, avant de définir le cloud manufacturing, je vais refaire un petit passage sur comment ça se passe actuellement quand on fabrique des pièces. Alors, on peut imaginer une entreprise européenne qui est spécialisée dans l'électroménager. Alors, comment ça se passe actuellement Donc, en fait, l'entreprise est située en Europe. Elle fait fabriquer ses pièces en Extrême-Orient. Et puis en Extrême-Orient, on met ces pièces dans des containers. Ces containers vont tranquillement passer des mers et des océans, vont arriver quelque part au Havre, et puis là vont être déchargées alors au Havre ou à Rotterdam. Elles vont être déchargées, elles vont être mises sur des camions, et puis ça va être stocké quelque part en Europe. Et puis quand ces entreprises veulent envoyer des pièces, par exemple en SAV aux États-Unis, on met les pièces dans un avion, on les expédie du côté de New York, et puis après, ça reprend encore un autre avion ou des camions pour aller sur la côte ouest des États-Unis. Donc ça, c'est le flux normal qui existe tous les jours par rapport à de la fabrication traditionnelle. C'est-à-dire qu'on fabrique un endroit, on stocke, et puis derrière, on dispatche sur le monde entier. Donc, avec le cloud manufacturing, donc la définition du cloud manufacturing, c'est quoi? C'est la possibilité de produire n'importe quelle pièce partout sur la planète. Alors, pour ça, c'est pas de la magie, hein. Pour ça, on rend la chose possible en hébergeant les fichiers 3D sur Internet, sur un cloud. Et puis ces fichiers 3D numériques, on va en faire des pièces physiques grâce à un réseau de machines d'impression 3D réparties sur la planète. Alors pour cela, on se connecte à un ordinateur, tout simplement avec une connexion Internet, et à partir de là, on va avoir accès au service du cloud manufacturing. Donc, avec ce service, on peut fabriquer des pièces là où on veut, avec des machines gérées par des prestataires ayant mis leurs moyens de fabrication à disposition. Alors, j'en parlais il y a quelques années en arrière avec un expert en Smart City, c'est Matteo Masri, il y a quelques années, il voyait déjà la possibilité de fabriquer des pièces en série de manière intelligente et quelque part, voilà, avant, il y avait déjà le terme de cloud manufacturing qui existait, mais en tout cas, lui, il voyait directement déjà les possibilités qu'on pouvait faire. Alors pourquoi on a le cloud manufacturing?
Le cloud manufacturing, il arrive maintenant parce qu'on est à un moment charnière. On est à un moment où on se questionne sur nos modes de consommation, sur notre manière d'interagir sur notre environnement. Il y a aussi la rencontre avec le digital, avec l'usine 4.0, avec nos prises de conscience justement sur nos modes de production qui sont peut-être décalés par rapport à ce qu'on attendait il y a encore 10 ou 20 ans en arrière. Donc en fait, c'est toute cette charnière qui fait que le cloud manufacturing arrive maintenant, sachant que une des choses importantes, c'est la rencontre avec le digital. Euh, le digital, c'est quelque chose qui nous entoure depuis un petit moment maintenant. Et ce digital, ça transforme vraiment toute notre société, mais vraiment, et aussi notre manière de produire. Pour, euh, euh, pour refaire un petit peu l'historique sur le cloud manufacturing et puis sur le digital, là, je vous ai fait un petit graphique. Alors, on va dire que le Big Bang du cloud manufacturing avec la fabrication additive, ça démarre en 1984. Donc en 1984, en France, aux États-Unis, on dépose des brevets sur les premières technos de fabrication additive, d'impression 3D, où on polymérise des résines grâce à un laser. En 88, il y a les premières fabrications qui arrivent. Et puis en 1992, il y a les premières machines telles qu'on peut le voir, les petites machines d'impression 3D qu'on peut voir un petit peu partout. Donc ça date de 92. Euh, à cette époque-là, moi, le premier cloud computing que j'ai fait, c'était en 1982. Donc c'était au cours de mes études et on faisait du cloud computing avec les ordinateurs de Saclay à l'époque. Et juste pour voir le parler avec le digital, en 1996, un gigaoctet, ça valait une certaine somme d'argent. Et à l'heure actuelle, par rapport au digital, si on investit la même somme d'argent, on a une puissance qui est 23 000 fois plus importante par rapport à du stockage. Donc entre 96 et 2018, il n'y a quand même pas tant de temps que ça. On a multiplié la puissance de stockage accessible par 23 000 à euros constants. Par rapport au digital, les premières, on va dire, le début de la mise en place de systèmes de cloud, on peut dire que ça commence en 2005 avec YouTube, où là on peut partager de la donnée sur Internet. Donc YouTube, ça a démarré seulement en 2005. Donc avant ça, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des systèmes qui existaient au sein de grandes entreprises. Mais en tout cas, par rapport au grand public et par rapport à ce qu'on peut voir maintenant, c'est vraiment le début. Et puis, en 2015, il y a un fait aussi un petit peu important, c'est que pour la première fois, on a fait voler des pièces métalliques dans des avions. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est l'homologation de pièces dans des avions qui permet d'arriver vers de la fabrication additive de série. On en parlera plus tard. Donc, on voit qu'au global, depuis 84 jusqu'en 2018, c'est quand même une échelle de temps très courte, on a inventé véritablement tout ce qui permet de faire le cloud manufacturing, de la fabrication additive au cloud computing. Alors, pour le cloud manufacturing, clairement, on veut de la fabrication de pièces. On veut pas des prototypes, on veut vraiment des pièces. Donc, on peut pas parler de pièces sans parler de matériaux. Les polymères du début existent toujours, mais par contre, depuis, on a eu des matériaux qui sont réellement éprouvés. Là, par exemple, à l'heure actuelle, on est en capacité de fabriquer des pièces en polyamide. Donc, les polyamides, c'est des matières très techniques qui peuvent être chargées avec du carbone. C'est des pièces qu'on peut utiliser pour la Formule 1, par exemple. On peut utiliser aussi des polypropylènes chargés verts pour de la compétition. Par exemple, sur les Jeux Olympiques, on a des athlètes qui
qui ont du matériel qui est fait avec des matières de ce type-là. On a aussi des matériaux qui résistent aux hydrocarbures et on va également, avec la fabrication additive, vers des matériaux qui viennent de l'agriculture. Donc ça, c'est aussi, on va dire, une demande du consommateur, mais une réalité économique. Le pétrole coûte cher et on peut aussi avoir des moyens d'avoir des matériaux qui sont agrosourcés et qui peuvent être plus biodégradables que les matériaux qu'on peut avoir actuellement. La fabrication additive et cloud manufacturing, c'est aussi ce qu'on peut avoir sur des métaux. Alors, des pièces métalliques, on en a tous les jours qui sont fabriquées. Dans des matériaux qui sont à forte valeur ajoutée, on a des aciers, bien sûr, des aciers inoxydables qui peuvent être utilisés, par exemple, sur des outils chirurgicaux, sur des ancillaires. Mais on a aussi des titanes ou des alliages qui sont uniquement faits qui sont, on va dire, qui ont été inventés pour l'aéronautique, des alliages qui tiennent très très haut en température, à plus de 1300 degrés. Donc ces alliages sont très compliqués à mettre en œuvre en fabrication traditionnelle. Et donc là, la fabrication additive et le cloud manufacturing amènent en plus une valeur ajoutée par rapport à ces matériaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cloud manufacturing est basé sur des moyens industriels. Alors, les moyens industriels, c'est pas ceux qu'on voit le plus souvent à la télévision. Clairement, les moyens industriels, ça représente en nombre de machines, hein, ça représente 8% des machines de fabrication additive d'impression 3D qui sont vendues dans le monde. Par contre, ces 8% de machines produisent 87% des pièces qui sont à l'heure actuelle utilisées en impression 3D, que ce soit des protos, que ce soit des pièces que vous faites chez vous. 87% des pièces sont faites sur 8% des moyens qui sont à disposition. Ça veut dire que ces moyens à disposition ont de très grosses capacités de production. On n'a pas besoin d'avoir un parc machine énorme pour fabriquer beaucoup de pièces. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, les fabricants vont de plus en plus vers des moyens industriels de fabrication sérielle sur de la fabrication additive. Alors ça, c'est clairement une opportunité pour faire du cloud manufacturing, parce que ça veut dire qu'on a des moyens à disposition qui sont très importants à l'heure actuelle dans le monde entier. La frontière devient floue à l'heure actuelle entre les moyens véritablement industriels et puis des moyens semi-professionnels. On a des machines à l'heure actuelle de fabrication additive, on va dire, qui sont avec des tarifs raisonnables, qui quand on les met, quand on crée des fermes avec, permettent derrière, à l'aide de robots par exemple, de manipuler dans une ferme de 10 ou 20 ou 50 machines, d'aller récupérer les pièces qui sont fabriquées, de leur faire continuer leur flux de production, enfin leur flux leur process. Et puis derrière, donc ces machines peuvent repartir directement. Donc les fermes de machines comme ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi apparaître. Et quelque part, il y a un intérêt parce que ces moyens de production sont très très souples. Ça permet de changer de matériaux très facilement. Sur des moyens de production, sur des machines industrielles, c'est un petit peu plus compliqué. Généralement, on dédie une machine à un matériau donné, alors que sur des fermes de machines, on peut avoir beaucoup plus de facilité par rapport à ça. Sur l'éligibilité des pièces, on peut voir que d'ores et déjà, dès maintenant, le cloud manufacturing peut être démarré. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de fabriquer des pièces directement pour la fabrication additive pour ça. À l'heure actuelle, on a 5% des pièces qui sont éligibles directement. Donc ça, c'est une étude qui a été faite en Finlande l'année dernière. Donc c'est l'université d'Aalto qui l'a faite. Et ça veut dire que 5% des pièces, c'est des milliards et des milliards de pièces qui sont déjà disponibles pour faire du cloud manufacturing.
Alors, là, on parle encore de la fabrication additive. Il y a une extension de cet écosystème. À l'heure actuelle, on a une croissance annuelle qui est située entre 20 et 25% par rapport à la fabrication additive, ce qui donne toute la potentialité au cloud manufacturing. Donc, actuellement, on a de plus en plus de moyens qui sont disponibles, que ce soit en Europe, mais aussi en Extrême-Orient. Tous les pays s'équipent, y compris en Afrique. Donc, l'Afrique du Nord est un endroit où il y a énormément de machines de fabrication additive. Donc, faire du cloud manufacturing en Afrique du Nord à l'heure actuelle, c'est clairement quelque chose qui est tout à fait envisageable et tout à fait possible. Alors, les possibilités du cloud manufacturing, c'est quoi? Eh ben, en fabrication traditionnelle, à une date donnée, on a un paquet de pièces qui est fait. Donc, quand on fait l'injection plastique, on va lancer une pièce injectée et puis on va avoir un tas de pièces qui va être fait en très peu de temps. Et puis ces pièces derrière, on va les stocker. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec le flux traditionnel. En cloud manufacturing, on inverse complètement la chose. C'est-à-dire qu'on a une pièce et cette pièce, on veut la rendre disponible quand on veut dans le temps ou à n'importe quel endroit du globe. Donc en fait, c'est la grosse différence entre la fabrication traditionnelle et le cloud manufacturing. Le cloud manufacturing, euh, on fabrique une pièce à 1000 moments différents et à 1000 endroits différents. Alors qu'en traditionnel, on produit 1000 pièces en une fois. Donc là, c'est vraiment la grosse différence qu'on a entre les deux moyens de production. Alors, souvent on dit le cloud manufacturing c'est super, par contre, pour être piraté c'est génial parce que on peut être copié sur les données numériques, on peut être copié une fois qu'on a envoyé le fichier. Je dirais ça c'est quelque chose qui existe déjà. À l'heure actuelle, quand une entreprise européenne fait faire un moule en Extrême-Orient, il envoie ses fichiers IGES, donc de ses pièces 3D, il l'envoie en Extrême-Orient, et si effectivement il tombe sur une entreprise qui est malhonnête, ces fichiers peuvent être copiés très rapidement. Donc je dirais par rapport aux enjeux qu'il y a à l'heure actuelle, il n'y a pas de différence. La seule chose, c'est que la structuration du cloud manufacturing prend ça en compte dès le départ. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on travaille, nous avec BIELS, mais aussi beaucoup d'entreprises travaillent sur la sécurité informatique. Et à l'heure actuelle, la sécurité informatique, ça fait partie des chapitres qui sont en cours de normalisation avec l'ISO, avec les normes ISO. Donc c'est quelque chose qui est en train de se structurer. Donc quelque part, on va avoir plus de facilité à avoir de la sécurité sur des pièces en cloud manufacturing qu'on peut en avoir à l'heure actuelle sur des contrefaçons qui peuvent exister. Donc on peut taguer les fichiers, on peut, il y a plein de y a plein de manières. Hein. On peut taguer les fichiers avec des blockchains. Il y a plein de solutions qui existent. Et puis on peut aussi faire du tag physique sur la pièce, donc avec des puces RFID ou autres. Donc il y a plein de solutions qui existent à l'heure actuelle pour s'affranchir en tout cas pour assurer la sécurité. Ce qui peut être intéressant avec le cloud manufacturing, ça permet avec la réactivité qu'on a, il y a un micro qui est ouvert. Je m'entends en retour. C'était possible de le fermer. Je vous remercie. Donc, avec le cloud manufacturing, ça permet aussi de mettre des pièces à disposition qui évitent d'avoir des copies. Parce que si les pièces sont faites par la marque d'origine, il y a moins de place pour avoir des copies. Et ça, c'est quelque chose qu'une entreprise a soulevé en disant bah oui, nous, avec le cloud manufacturing, ça va permettre d'être moins copié dans le monde. On va balayer un petit peu les enjeux à travers les cas d'usage, donc pour les entreprises, la planète et puis les consommateurs. Donc on va imaginer, voilà, on a une TPE qui fait des pièces
Alors, je dis une TPE, mais ça peut être aussi dans un grand groupe une intra-entreprise ou une business unit, parce que les grands groupes travaillent aussi maintenant comme ça. Donc là, je parle d'une TPE, mais en fait, ça peut être un petit peu n'importe quelle entreprise. Donc, on imagine, par exemple, une cafetière connectée, donc qui est dans une habitation. Donc, une entreprise qui fabrique un produit connecté, une jeune entreprise, à l'heure actuelle, elle est en prise directe avec la demande de ses clients et elle doit réagir très vite à ses retours. Cette entreprise, elle a pas de projection sur ses quantités vendues. Euh, pas de projection sur les quantités vendues, c'est le cas pour toutes les entreprises, hein. Decathlon, ils n'ont pas vu venir l'attente 2 secondes. Quand ils ont fabriqué les premières, ils en ont fait 10 000. Et ils n'imaginaient pas qu'ils allaient inonder le marché comme ça. Ils allaient créer vraiment un nouveau concept. Donc, ne pas connaître la quantité vendue, je dirais que ça existe pour les TPE, mais les grands groupes sont soumis aussi aux mêmes facteurs de risque. Une TPE, en règle générale, elle n'a pas vraiment de capacité d'investissement dans des outillages d'injection. Donc, les outillages d'injection, ça permet de faire des pièces en plastique de grande série. Par contre, c'est des outillages qui coûtent très cher, qui sont très longs à avoir. Donc, en termes de réactivité, c'est pas obligatoirement simple à gérer les deux. Et puis, surtout, tant qu'on a des retours clients et puis qu'on n'a pas un produit stabilisé, c'est très dangereux de lancer des outillages série. Et puis, une fois qu'on a fait l'outillage série, bah là, c'est clair, on se coupe de l'innovation. Donc, pour le but pour elle, ça va être d'inonder le monde avant d'être copié. Et clairement, pour toute cette montée en cadence, le cloud manufacturing, ça lui permet de répondre à cette réalité économique. Donc, on fabrique les pièces à l'endroit où on en a besoin et vraiment dans la quantité juste. Et puis, s'il y a des modifications à faire, eh ben, OK, on fait les modifications et puis on refabrique les pièces à l'endroit où il y a le marché. C'est-à-dire, si le marché il est aux États-Unis, ben, on fabrique aux États-Unis. S'il est en Brésil, ben, on va fabriquer les pièces au Brésil. Donc, ça permet aussi de s'affranchir, de se dire où c'est que je vais envoyer mon flux de pièces. Là, on peut réagir vraiment en temps réel par rapport à la demande qu'on a du marché. Je prends le cas d'une entreprise, d'une start-up dans le secteur de l'énergie. Ils ont fabriqué des boîtiers qu'ils devaient mettre sur le terrain, donc aux 4 coins de la planète, des endroits où il y avait du soleil. Et pour s'adapter aux composants disponibles, que à l'heure actuelle les composants varient beaucoup. Donc pour s'adapter aux composants disponibles, ils ont fait le choix de faire du cloud manufacturing, c'est-à-dire de fabriquer les pièces, de les homologuer, ensuite de les mettre en stock virtuel sur le cloud et de les fabriquer au moment où ils en ont besoin dans la quantité voulue. Donc ça permet réellement de s'adapter à la demande du client. Et puis là encore, ils sont très souples par rapport aux composants disponibles et par rapport aux demandes du marché. Sur euh, euh, sur d'autres secteurs d'activité, on va par exemple parler d'un fabricant de camions de chantier. À l'heure actuelle, il y a des camions de chantier, donc ils sont utilisés souvent en carrière. Il y a à l'heure actuelle, il faut euh, il faut dépanner ces camions. Et ces camions, souvent, ils travaillent pendant 20, 30 ans. Et quand ils sont hors d'âge, à l'autre bout de la planète, eh ben, il faut les dépanner. Et actuellement, il y a des entreprises qui fabriquent ce type d'engin de chantier qui dépannent des pompes de pression sur des camions qui sont assez vieux. Ils les dépannent grâce à la fabrication additive. Et clairement, c'est des solutions où là, on peut mettre en place du cloud manufacturing pour fabriquer à l'endroit voulu les composants dont on a besoin. Donc, on a franchi en fait les distances par rapport au transport sur ce type de composants. Sur une étude de cas, on peut parler aussi d'ETI qui sont à l'heure actuelle j'en connais qui sont à la fois
donneurs d'ordre pour pouvoir fabriquer des pièces au cloud manufacturing, mais qui ont aussi investi dans des moyens et qui mettent ces moyens à disposition pour les utiliser. Donc, il y a certaines ETI en fait qui ouvrent leur parc machine pour aller vers du collaboratif. Donc, sur ce type de collaboratif, ça sert aussi à amortir leurs moyens de production. C'est-à-dire une entreprise qui investit entre 300 000 et 500 000 euros dans une machine, qui n'a pas obligatoirement des besoins en interne qui peuvent couvrir le capacitaire de cette machine, ils peuvent l'ouvrir à la fabrication additive par cloud manufacturing pour permettre à d'autres entreprises de fabriquer leurs pièces sur ces moyens de production. Donc là, on rentre vraiment sur un cloud manufacturing et sur des visions de la fabrication qui est totalement différente de ce qu'on peut voir sur des services bureaux qui sont uniquement basés sur du prototype. C'est-à-dire que là, c'est des personnes qui ont réellement qui font de la fabrication sérielle et qui ont l'habitude de faire du produit de série. Donc, ils gèrent ces produits, ces machines-là totalement différemment. Et ça permet effectivement pour eux d'être toujours au plus près de l'usage. Alors, soit quand ils envoient leurs pièces à produire sur d'autres machines, ou eux, par rapport à ce qu'ils produisent chez eux pour d'autres entreprises. Et au global, c'est la rentabilité globale de l'entreprise qui va être améliorée. Et en termes de rentabilité, donc clairement, on voit arriver des moyens de fabrication en série. Donc on imagine que le cloud manufacturing par rapport à de la fabrication traditionnelle, c'est pas rentable. Alors effectivement, si on essaye de fabriquer des bouchons de bouteilles d'eau minérale par fabrication additive, on risque ça risque d'être complexe par rapport à ce qu'on fabrique sur un moule 48 empreintes qui va tomber 48 pièces toutes les 3 secondes en moule série. C'est à l'heure actuelle les cadencements qu'on peut avoir. Donc ça, effectivement, on va pas pouvoir lutter. Par contre, sur d'autres moyens, sur d'autres types de pièces, c'est complètement rentable. Donc il y a des études de fabricants de machines qui montrent que le point de bascule se situe sur plusieurs pièces, sur plusieurs milliers de pièces, pardon, entre du polymère et puis de la fabrication traditionnelle. Donc polymère, pas de la résine, hein, ça va être du polymère, du polyamide, des matières qui sont vraiment techniques. Donc on est à plusieurs milliers d'exemplaires pour la bascule. Alors bon, on peut se dire, c'est les fabricants de machines, ils ont tout intérêt à faire des études qui vont dans ce sens-là pour vendre des machines. Alors du coup, nous avec Biels, on a refait des études sur des pièces détachées en SAV. Et il s'avère que sur des pièces détachées en SAV, quand le produit est en fin de vie ou en début de vie, on est 3 fois moins cher en passant par du cloud manufacturing qu'en travaillant sur des process traditionnels. En plus, sur des débuts ou des fins de cycle, on a des délais d'approvisionnement qui passent de 3 mois en traditionnel à 4 jours, puisque là, clairement, quand on a besoin de la pièce, on la fabrique directement au moment voulu. Par rapport à la rentabilité, il y a Ford qui a communiqué pas plus tard qu'hier sur des pièces faites sur une Mustang Shelby GT500. Et clairement, eux, ils ont fait le choix de la fabrication additive pour descendre leur flux leur coût de production. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise comme Ford, ils ont à l'heure actuelle un centre d'additive manufacturing et ils ont 90 machines qui sont réparties à travers le monde. Donc, ils sont clairement tout de suite armés pour faire du cloud manufacturing et pour démarrer sur ce type de fabrication. Et j'imagine qu'ils ont déjà démarré d'ailleurs. Pour rester dans l'automobile, quand on regarde une pièce qui est en stock, elle coûte à peu près 55%, le prix d'une pièce en stock. Le stock coûte 55% du prix de la pièce. Actuellement, il y a
tous les constructeurs qui travaillent là-dessus, parce que les stocks de pièces, c'est énorme, et il y a vraiment moyen de baisser pour eux de baisser tous ces coûts. Donc, à l'heure actuelle, pour toutes les marques sont mondiales. Pour les entreprises travaillant dans l'automobile, ce qui est important, c'est effectivement tout ce qui est enjeu d'acheminement et de stockage. Le service au consommateur, le cloud manufacturing, ça apporte quelque chose d'important. Là, imaginez, vous prenez votre douche, vous avez du savon plein les yeux, et puis vous avez les yeux fermés, vous saisissez la poignée du robinet de votre douche, et puis la poignée vous reste entre les mains. Ça ça arrive, c'est du vécu. Vous avez du shampoing plein les yeux. Là, c'est assez terrible. Vous vous rincez comme vous pouvez dans le lavabo avec votre verre à dents, parce que vous pouvez plus utiliser votre douche. Vous allez voir votre vendeur de magasin de bricolage, puis là, il vous dit, regardant le comptoir, effectivement, cette poignée, on peut vous la commander, il n'y a pas de problème. Par contre, vous l'aurez que dans 3 mois. Et là, clairement, avec le cloud manufacturing, cette poignée, vous pouvez l'avoir 4 jours plus tard. C'est-à-dire que vous allez prendre un abonnement de piscine pour prendre votre douche que pendant 4 jours, et vous n'allez pas rester off avec votre douche pendant 3 mois. Donc ça, c'est clairement un cas concret qui permet de montrer ce que ça peut amener directement aux consommateurs. Alors là, par rapport aux consommateurs, on arrive sur aussi sur le turnover qu'on a sur les produits. On a des produits qui sont de plus en plus des turnovers qui sont de plus en plus rapides. Et en plus, on a des contraintes de réparabilité. Donc, l'avantage du fichier numérique, c'est que le fichier numérique, lui, il ne vieillit pas. Dans 20 ans, si on veut produire une pièce, elle sera produite comme maintenant, voire mieux, parce que c'est vrai que ça fait 25 ans que je fais de la fabrication additive. En 25 ans, j'ai jamais vu d'altération de technologie. On est toujours été vers de l'amélioration et des matériaux et des process. Par rapport aux enjeux, l'environnement pour les gros groupes, c'est pas de la poésie. Ça a un coût. Alors, ça a un coût à plusieurs endroits. Ça a un coût par rapport au carbone. Donc, le carbone, un cycle de production normal, on produit des pièces, donc on produit du carbone, donc on est taxé là-dessus. On stocke les pièces, donc le stockage, c'est aussi l'immobilisation financière. On vend les pièces, et puis tout ce qu'on n'a pas vendu comme pièces, on va détruire le stock. Et puis là, c'est pareil, le stock qu'on a payé, on va le détruire, on va encore générer du carbone, et on va encore payer une taxe carbone là-dessus. Donc, clairement, à l'heure actuelle, pour les grosses entreprises, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est pas que pour aider la planète, c'est aussi pour aider leur business, pour augmenter la rentabilité de l'entreprise. Par rapport à la production, les grandes entreprises, ou toutes les entreprises d'ailleurs à l'heure actuelle, commencent à réfléchir et commencent à faire des produits en production hybride. Alors, production hybride, c'est quoi? C'est des produits, c'est des pièces qu'on peut réaliser à la fois en fabrication additive et puis en fabrication traditionnelle. Alors, pourquoi faire ça? Parce que pendant toute la phase de montée en cadence du début de cycle, où on ne sait pas très bien où on va, on peut fabriquer les pièces en additif. Quand on commence à avoir des quantités projetables, raisonnables, on fabrique des moules séries. Et puis il va arriver un moment où la fabrication, elle est, on va dire, où le produit se vend moins. Et puis à ce moment-là, le moule qui a bien servi, voilà, on le met dans un coin. Il a vécu sa belle vie. Et puis derrière, on finit la vie du produit sur la fabrication additive. Donc c'est ce qu'on appelle de la production hybride. Et à l'heure actuelle, c'est des cycles de production qui sont étudiés par les entreprises, et ça commence à voir le jour. Étude de cas, maintenance de chaîne de process. Donc là, on n'est plus sur de la pièce qui est vraiment vendue, mais par contre, c'est de la pièce de process. C'est de la pièce qui permet à des chaînes de production d'être fabriquées.
À l'heure actuelle, il y a des gros enjeux aussi dans les entreprises par rapport à ces chaînes de production où les pièces détachées pour assurer la maintenance coûtent énormément. Donc j'ai le cas d'une entreprise où il y a des stocks de pièces où on est à plus de 100 000 euros de stock de pièces avec un dépannage impératif en 72 heures. Le taux d'utilisation de ces pièces-là, il est ridicule. Donc en règle générale, on n'y a pas, on s'en sert pas. Par contre, réglementairement, par rapport à certains marchés comme le pharmaceutique, on est obligé de pouvoir dépanner la chaîne de production en moins de 72 heures. C'est aussi le cas dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, quand il y a des pièces de chaîne de prod sur de la prod de petits pois, quand on épluche quand on écosse les petits pois et qu'on les met en conserve, c'est aujourd'hui, c'est pas dans le mois prochain. Donc, on a des enjeux qui sont très importants par rapport à de la chaîne de production et de la maintenance en process. Et là, le cloud manufacturing amène vraiment quelque chose de très important par rapport à ces entreprises. Donc, la structuration est en cours dans l'automobile, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, on a des enjeux de logistique, de stock et de RSE qui sont très importants. Ford est là-dessus, mais aussi tous les Européens, tous les constructeurs européens sont en train de plancher là-dessus. BMW fait de la fabrication additive depuis presque 30 ans maintenant. Ça a été un des premiers à avoir investi dans ces moyens de fabrication. Et pour lui, le cloud manufacturing, c'est clairement le moyen de fabriquer des pièces détachées à l'endroit où il a vendu des pièces ou à l'endroit où il a vendu des véhicules. Par rapport à la fabrication additive et au cloud manufacturing, on est en train de voir quelque chose apparaître à l'heure actuelle. C'est carrément, c'est de la conception dédiée à de la fabrication additive. Alors c'est tout le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure sur la fabrication hybride, où on peut faire de la fabrication et en moule d'injection et en fabrication additive. La fabrication orientée, c'est uniquement dédié à la fabrication additive. Donc là, bienvenue pour le cloud manufacturing. Là, pour le coup, ça prend vraiment tout son sens. Donc c'est le choix qu'a fait deux constructeurs de réacteurs d'avion. Et les derniers réacteurs d'avion qui sont à l'heure actuelle fabriqués dans le monde, il y a des pièces qui sont faites en fabrication additive sur le LEAP par exemple, c'est la pièce qu'on a vue au tout début des slides. Donc ces injecteurs de carburant sont faits uniquement par fabrication additive. Et ces pièces sont irréalisables par d'autres moyens de production. C'est uniquement réalisable par fabrication additive. Alors, on a en plus un avantage par rapport à ça, puisque ces pièces, dans l'aviation, il faut qu'elles soient disponibles pendant toute la durée de vie d'un réacteur. La durée de vie d'un réacteur, ça peut être 40 ans, voire au-delà. Dans 40 ans, on imagine on a un réacteur à dépanner, on va sortir la définition du cloud et on va le fabriquer avec les paramètres qui vont bien sur des machines pour réaliser ces pièces détachées. Donc, le cloud manufacturing dans l'aéronautique, ça permet de faire de la maintenance à long terme, comme je viens de le dire. Et c'est partie des enjeux importants à l'heure actuelle pour tous les constructeurs aéronautiques. En étude de cas, on peut voir aussi pour les particuliers, c'est de fabriquer personnaliser des chaussures. Donc personnaliser une chaussure, c'est pas uniquement la couleur, c'est de pouvoir avoir une pièce avec un chausson qui correspond parfaitement à son pied. Donc à l'heure actuelle, on peut faire on peut scanner son pied avec un smartphone et puis à partir de là avoir son pied en 3D qui permet de faire la forme et puis derrière cette forme, on peut la stocker sur le cloud et quand on a besoin d'une paire de chaussures, on peut récupérer ce 3D pour faire la paire de chaussures qui correspond exactement à son pied. Des grandes marques sont sur le sujet. À l'heure actuelle, des semelles sont fabriquées en série par fabrication additive et le cloud manufacturing, ça permet de les fabriquer
effectivement à l'endroit où il y a le consommateur. Si le consommateur déménage et va de l'Europe aux États-Unis, eh ben on va fabriquer ses prochaines paires de chaussures directement là-bas. Donc, j'espère que je vous ai montré un petit peu les possibilités du cloud manufacturing à travers des exemples. Clairement, nous, avec BIELS, on permet aux industriels d'enrichir leur business model en intégrant ce cloud manufacturing. Donc notre solution permet, en plus d'être en ISO qualité, indépendamment du lieu de production. Donc ça, c'est quelque chose qu'on permet grâce à notre solution. Et on permet véritablement aux industriels de produire partout, tout le temps et dans n'importe quelle quantité. Et puis, pour nous, en fait, l'avenir, c'est de produire, grâce à notre solution, des pièces sur Mars avec les moyens d'additive manufacturing qui seront déployés là-bas. Donc, en tout cas, nous, on est bâti pour ça et notre solution scalable permet aussi d'aller produire sur d'autres planètes. Donc, on est arrivé au terme de ma présentation. Je vais donc vous laisser maintenant. Je vais vous laisser me poser des questions. Donc, alors poser des questions, on peut le faire en audio, si vous voulez. Donc, on est 23, c'est pas trop. Je pense qu'on va y arriver. Je peux prendre la main, Sabrina qui parle. Bonjour Sabrina. Bonjour. Je voudrais revenir sur le système du cloud. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais on n'arrive pas, nous, à convaincre les clients comme quoi ça peut être sécurisé sur le cloud. Ils sont très fébriles par rapport à cet aspect-là. Alors, par rapport... Sans rentrer dans excuse-moi, je te coupe, sans rentrer dans vraiment le technique, mais pour eux, le cloud, c'est ouvert à tout le monde, c'est accessible par n'importe qui, donc pour eux, c'est pas sécurisé. Point barre. Oui. Alors donc, par rapport au cloud, je dirais il y a des moyens de sécuriser le cloud. Le cloud, moi, je l'utilise depuis, d'une manière, voilà, depuis un certain nombre d'années, depuis les années 90. Donc, c'était avant qu'il y ait vraiment le cloud tel qu'on peut le voir. Mais à l'heure actuelle, il y a possibilité d'avoir des clouds qui sont sécurisés. Nous, par exemple, on a fait le choix d'avoir un cloud en France par rapport aux lois sur toute toute la gestion des données et sur toute la sécurisation des données. Après, par rapport à tout ce qu'on peut imaginer en hacking, en tout ce type d'attaque, clairement, il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place à l'heure actuelle qui permettent de sécuriser toute la chaîne de bout en bout. Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a le travail en fait se fait avec des constructeurs de machines qui permet d'avoir une chaîne qui est totalement sécurisée. Donc, par rapport à la sécurisation des données, à l'heure actuelle, je pense qu'on a beaucoup plus il y a beaucoup plus de risques quand on voit des industriels français, même des grands groupes, hein, qui envoient par mail l'IGES de la pièce de leur produit phare pour être produit en Extrême-Orient. Et ça, j'en ai vu. Donc, on parle de sécurité informatique alors qu'il y a ça qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire un mail qui est une carte postale hein, avec un fichier à l'intérieur pour envoyer directement à son fabricant de moule à l'autre côté de la planète. Je pense que là, il y a des réels risques. Le cloud manufacturing, je pense qu'on clairement à l'heure actuelle, on est en train de réduire le risque parce qu'on le prend dès le départ. Ok, merci. J'avais une petite question. Vous n'avez pas parlé, moi c'est Michel, vous n'avez pas parlé de comment dire, la dernière évolution de Fusion, le design évolutif, je crois, quelque chose comme ça. Ça fait des formes étirées. Oui, bonjour Michel. Alors, disons que tout ce qui est optimisation topologique, tout ce qui est design génératif, donc tout ce qu'on peut faire avec à l'heure actuelle avec les logiciels 3D, je dirais ça fait partie
on va dire de la conception orientée. Et je dirais c'est ce qui va rendre la fabrication additive et cloud manufacturing indispensable, puisque c'est quand on fait de l'optimisation topologique, on peut avoir des formes très complexes. Alors par exemple, il y a des études qui ont été faites chez Renault Trucks qui permettent de réduire le poids d'un moteur de camion, donc de plusieurs dizaines de kilos. Par contre, les pièces qui sont dessinées, elles peuvent être soit redesignées pour être faites en fonderie en moyen traditionnel, ou on peut rester vraiment sur l'optimisation totale, et à ce moment-là, on a des pièces qui sont infaisables autrement. À l'heure actuelle, c'est ce qui se passe sur des pièces de Formule 1. Les pièces de Formule 1 sont optimisées topologiquement et elles sont pas réalisables par d'autres moyens de fabrication. Mais effectivement, oui, on a ça à l'heure actuelle. Et bienvenue pour ces pièces-là dans le cloud. Bonjour Yannick. Benjamin. Oui. J'ai une petite question. Tu m'entends mal? Oui, j'entends mal, mais on va y arriver. Je voudrais savoir, est-ce que tu penses que la France ou l'Europe peut devenir de nouveau concurrentielle sur le marché de l'industrialisation? Comme tu parlais tout à l'heure que pour des grosses séries, pour l'instant, on n'est pas concurrentiel. Mais est-ce que tu penses qu'on peut le redevenir grâce à des farms de machines telles HP ou je sais pas Prodway ou 3D Systems qui permettraient de refaire des grandes usines en France sans avoir forcément beaucoup de main-d'œuvre? Alors, la réponse est complexe dans le sens où avec le cloud manufacturing, ça veut dire que par exemple, on veut faire un produit américain en France, on va pas le fabriquer aux États-Unis, on va le fabriquer en France. Et que le produit américain va être directement fabriqué en France. Ça veut dire que bah oui, on va avoir des moyens de fabrication qui vont être en France avec des personnes qui vont s'en occuper. Fatalement, il faut des gens autour. Il y a pas que des robots, hein. Donc oui, on peut créer de la richesse, c'est-à-dire qu'on va relocaliser la fabrication au plus près du besoin. À l'heure actuelle, c'est des enjeux européens. Donc, je suis allé il y a peu de temps à des conférences par rapport à des fonds européens, à l'attribution de fonds européens. Et à l'heure actuelle, ce qui est important pour l'Europe, c'est on va dire, redynamiser le tissu industriel européen en relocalisant la fabrication. Et oui, le cloud manufacturing permet ça. Mais d'un autre côté, ça permet aussi à des industriels français de fabriquer aux États-Unis ou en Extrême-Orient. Donc en fait, on va avoir un rééquilibrage du flux, c'est-à-dire que on va avoir la fabrication à l'endroit où on le consomme, chose qui n'est plus faite à l'heure actuelle. C'est qu'on va consommer des produits, mais ils vont être fabriqués ailleurs. Là, on va fabriquer les produits là où on les consomme. Donc quelque part, on va aller faire plus d'équité. Donc je pense que oui, on peut redynamiser effectivement le tissu industriel français par là. Et puis nous, en France, on a aussi des entreprises françaises d'ABS déjà, et puis des entreprises de fabrication additive françaises qui voient clairement tous les enjeux qu'il y a par rapport à la fab additive. Merci Yannick. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yannick, tu m'entends, c'est François? Oui. Ouais, bonjour Yannick. Bonjour. J'avais une petite question aussi d'un point de vue des acteurs justement de ce cloud manufacturing, ou même techniquement. Tu parlais de passer par un réseau français pour sécuriser les données. Est-ce qu'il y a des méthodes particulières qu'on peut conseiller ou des étapes particulières qu'on peut conseiller à des boîtes pour se lancer là-dedans? Est-ce qu'ils doivent passer par créer leur propre réseau? Est-ce qu'ils doivent passer par un réseau connu ou par des entreprises particulières pour lancer ce type d'activité? Quelle complexité en gros quelles sont les étapes ou quelle est la complexité à mettre en place ou à éviter pour relancer ce genre d'activité chez eux? Ce genre d'orientation plutôt. Alors j'ai pas tout entendu. La liaison était assez mauvaise. Tu veux que je répète?
Ouais, je veux bien. Bah, je vais essayer de faire plus court alors. Oui. Ma question, c'est pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans le cloud manufacturing, Ouais. quelles seraient un petit peu les étapes de lancement de ce cloud et Ouais. pour passer là-dedans, et D'accord. quels seraient un petit peu les acteurs à qui ils pourraient faire appel, techniquement comme Euh, humainement? alors, quand on veut se lancer dans le cloud manufacturing, quand on est une entreprise et qu'on veut fabriquer ses pièces en cloud manufacturing, hein, c'est bien ça, hein, c'est par rapport à cette. Oui, absolument. Ouais. D'accord. Ok. Donc à l'heure actuelle, pour se lancer dans le cloud manufacturing, bah, faut se rapprocher d'une entreprise qui en propose. C'est qu'en fait, donc comme Biel, hein, par exemple, donc faut se rapprocher d'une entreprise qui en propose et généralement, comment ça se passe? On va prendre le produit, bon, on va regarder s'il est éligible sur de la fabrication additive et puis derrière, on va homologuer le produit. Une fois qu'il est homologué, on va le stocker. Et à partir de là, je dirais ça, c'est toute la phase qui est en amont. Mais la phase réelle de cloud manufacturing, c'est de proposer le service aux industriels. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, à l'aide d'un simple ordinateur. On a une connexion Internet sur le service qui permet d'avoir accès au catalogue de ces pièces et puis derrière de les faire fabriquer. Alors par rapport à ça, on va dire il y a plusieurs approches, hein. Il y a des approches qui vont vers, c'est directement le consommateur qui va faire fabriquer la pièce, donc qui va avoir accès à un catalogue de pièces sur Internet. Ça, c'est une solution qui existe. C'est pas la solution que BLS a privilégiée. Nous, on considère que la pièce, c'est la marque qui en est responsable et que le flux doit se faire à travers la marque. Mais par exemple, Boulanger met ses pièces à disposition et on a déjà un début cloud manufacturing puisque Boulanger met ses pièces à disposition pour pouvoir réparer par exemple une télécommande qu'on a cassée. Donc on peut directement les charger sur le site de cette marque. Mais nous on n'a pas prévu ce genre d'accès. C'est vraiment l'industriel qui commande ses pièces et puis après il va les redispatcher vers le consommateur pour qu'il reste vraiment maître de son produit. Pour nous c'est vraiment ça qui est important. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Autre question d'un de mes formés, François encore. Pour celui qui veut intégrer justement ce réseau d'impression, Oui. comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Comment ça fonctionne? Eh ben, Je veux dire, il a une machine, il veut imprimer, voilà. Mais pour et bah intéresser. donc là, il faut effectivement intégrer. Bah là, il faut contacter en fait ceux qui proposent des solutions de cloud manufacturing. Il faut les contacter pour voir comment intégrer la solution. Nous, avec BS, on audite directement les personnes qui candidatent. On va les auditer pour voir si comment on peut intégrer la solution. Donc là, je dirais qu'il y a plein de solutions, mais on va dire en tout cas pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de connaître le moyen de fabrication et de savoir euh, à qui appartient la machine et comment cette machine est utilisée. Donc ça, c'est une des valeurs ajoutées qu'on a, c'est effectivement le fait d'auditer nos différents partenaires et puis de les aider. C'est-à-dire que c'est pas juste un audit, c'est aussi les aider à monter en maturité, à monter en compétences pour qu'ils puissent utiliser leurs moyens de la meilleure manière possible. Tout le monde est gagnant, hein. La qualité, elle est à tous les étages, hein. Si nous, on accompagne nos clients, nos prestataires par rapport à ça pour monter en qualité, pour nous, c'est vraiment une valeur très importante. Alors là, je viens de voir passer une question. Comment voir alors donc euh,
comment gérer la disponibilité des imprimeurs de réseau. Bah là, c'est un enjeu important. Donc là, clairement, bah oui, il faut que tout ça, ça soit qu'il y ait de la transparence, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ceux les imprimeurs du réseau doivent donner leur disponibilité afin qu'on puisse connaître la charge machine de ces imprimeurs. Clairement, là, on va vers une transparence totale, c'est-à-dire en fait vers une connexion des machines par rapport à des solutions de cloud manufacturing. Et puis quant à la répétabilité de la production, bah là, ça correspond à tout ce qu'on peut, tout ce qu'on met en œuvre par rapport à l'infrastructure, c'est-à-dire la surveillance des moyens de production. La surveillance des moyens de prod, hein, c'est quelque chose qui a démarré il y a très longtemps déjà, on va dire dès 1996, dès qu'on a démarré en fait la fabrication additive sur on va dire du métallique, où là on a clairement mis des moyens de production sous surveillance. Et à l'heure actuelle, les fabricants de machines ont vraiment à cœur de surveiller les moyens de production. Donc la répétabilité est vraiment gérée grâce à ces surveillances. Donc il y avait d'autres questions par rapport aux interventions humaines dans le cloud manufacturing. Alors effectivement, les interventions humaines dans le cloud manufacturing, elles sont encore présentes, hein. On n'a pas des robots partout. Puis j'espère qu'on n'aura pas des robots partout. L'humain est encore important pour gérer tout ce qui est fabrication et puis pour surveiller les moyens. Je dirais on va laisser à l'humain toute la partie noble, c'est-à-dire l'analyse de la machine. Après, toute la partie ça travaille la nuit et il faut être devant la machine, et ben là, bienvenue si on n'a pas d'humain devant. Et donc clairement, garder que la partie noble pour l'humain, ça me paraît vraiment indispensable. Donc voilà par rapport à ça. Je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions. S'il y a d'autres questions sur le chat. Non, je pense qu'on a priori on a fait le tour. Bah, s'il y a encore des questions, bienvenue. Sinon, on est à 59 minutes et 28 secondes, ce qui me paraît plutôt pas mal par rapport à ce qu'on avait prévu au départ, c'est-à-dire l'heure de meeting sur le cloud manufacturing. Tiens, excuse-moi, Sabrina toujours. Il y a Michel qui demande par rapport au transport, donc je sais pas si c'est ça quelle est sa question. Il semble pas avoir d'audio ou de. Mais alors, là, on a chanté tous les transports, donc là, comme ça, c'est ça? Alors, oui, l'avantage du cloud manufacturing, c'est qu'on va réduire les transports longue distance. Donc là, c'est vraiment un enjeu pour la planète. J'ai pas insisté trop là-dessus, mais clairement, à l'heure actuelle, mettre des avions, faire traverser la planète avec des avions pour transporter des pièces ou même des cargos et des containers, c'est plus tenable. C'est des situations qui sont plus tenables. Qu'on fasse du transport courte distance, c'est normal. Je veux dire, on peut pas avoir la machine vraiment au pied enfin chez soi, quoique on est en train d'arriver là-dessus, hein. Je veux dire, on est en train d'aller sur des modèles économiques où on a, par exemple, des machines par quartier. Et après, on peut imaginer des modes de livraison doux, hein, en vélo, hein, pourquoi pas, hein. C'est complètement possible. Donc le but du jeu, oui, c'est effectivement de transporter de transporter moins les pièces et de minimiser ces enjeux de transport qui sont à l'heure actuelle complexes. À l'heure actuelle, une entreprise comme UPS est en train de regarder ce changement de paradigme et est en train de se positionner par rapport au cloud manufacturing et par rapport à la fabrication additive comme un acteur majeur. Et il voit très bien que
le transport qui est à l'heure actuelle sa raison de vivre, en fait, va changer et pourquoi pas produire des pièces directement sur place. C'est ce que fait Amazon en déposant des brevets pour fabriquer directement les pièces pendant le transport dans les camions. Donc, il y a des brevets qui ont été déposés par Amazon pour ça. Donc, effectivement, la logistique et le cloud manufacturing, c'est des choses qui sont complètement entremêlées. Alors là, il y a une question par rapport aux pièces hybrides, par rapport au manufacturing mixte. Est-ce qu'on peut avoir la même qualité de pièces? Eh ben, je dirais, dans beaucoup de cas, oui. Parce que ce qu'on va fabriquer en injection plastique, ça va être des plastiques, on va dire, qui sont relativement courants. Et en fabrication additive, en règle générale, on a plutôt des plastiques qui sont des polymères qui sont haut de gamme. Donc ça veut dire que même si un polymère fabriqué en additif a des caractéristiques moindres que quand on les met en œuvre en traditionnel, au final, par rapport au produit qui va être sur des plastiques qui vont être moins techniques, on va être largement meilleur par fabrication additive. Donc je dirais que par rapport à ces enjeux de qualité de pièces, oui, on a clairement en termes de résistance mécanique, de tenue aux UV, on est largement à l'heure actuelle aussi bon, voire bien meilleur que sur des matériaux utilisés en traditionnel. Donc sur du mixte, je dirais vaut mieux être dans le début et dans la fin de cycle. C'est là où on aura le moins de problèmes sur les pièces plutôt qu'en fabrication traditionnelle au milieu où ça sera des plastiques plus basiques. Parce que les plastiques utilisés en fabrication additive sont beaucoup plus chers. Bien, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire sur le cloud manufacturing. Je vous remercie pour vos questions et je vous dis à très bientôt sur les différents canaux que vous pourrez avoir via ce webinaire. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée et donc à bientôt sur d'autres sujets. Merci à toi, Yannick. Bonne fin de journée à tout le monde et puis à la revoyure. Allez, bye. Merci, au revoir Sabrina.